Steven Spielberg vient de réaliser l'impossible. Bonjour à tous, je suis Critique Mesquet, bienvenue dans cette critique à chaud de Ready Player One, le best-seller d'Ernest Cline, adapté par le plus grand réalisateur quasiment de tous les temps à l'heure actuelle, Steven Spielberg. Voilà, donc c'est le best-seller de la pop culture ultime qui est réalisé par le réalisateur de la pop culture ultime. C'est probablement le film le plus attendu de ces 10 dernières années, le film qui va marquer les années 10 comme Avatar a pu marquer les années 2000. Bref, Ready Player One, quoi, le film que j'attendais clairement le plus cette année. Est-ce que j'ai été déçu ou pas? Bah vous allez le savoir très vite, il y aura une partie spoiler en fin de vidéo, un peu plus tard, mais pour le moment je ne vais absolument pas spoiler. De quoi ça parle Ready Player One? Écoutez, Ready Player One, ça parle de Wade Watson qui vit en 2045 dans notre terre où la réalité est bien morose, il y a beaucoup trop d'humains et beaucoup pas assez d'argent pour tout le monde, bref. Et donc les hommes se réfugient pour se divertir dans un monde de réalité virtuelle qui s'appelle l'Oasis, qui a été créé par l'équivalent d'un Steve Jobs, on va dire, voilà, un mec... un geek qui a donc créé cette espèce de jeu vidéo où tout peut être créé, où tu vas de monde en monde, enfin ouais, qui a aucune limite, et donc dans lesquels les humains se réfugient pour se divertir parce que le monde est tout pourri. Et le truc c'est que James Halliday, qui est donc le créateur du jeu, est mort, et quand il est mort, il a laissé une quête pour réussir à hériter de sa fortune et de la possession du jeu, de devenir le maître du jeu, de devenir l'homme qui possède l'Oasis. Le truc, c'est qu'il a laissé une quête, un easter egg, dans le jeu qu'il faut trouver. Et si tu trouves l'easter egg, tu deviens tu deviens le possesseur de l'Oasis, quoi. Et donc, Wade Watson, qui est donc un chasseur d'œufs, veut trouver cet œuf avant que, par exemple, EOE, qui est une corporation assez corporatiste, donc qui veut faire de l'argent, la trouve et transforme l'Oasis en truc avec des pubs partout, grosso merdo. Voilà, donc on va suivre cet héros qui va aller à la recherche de cette quête. C'est vraiment une quête, c'est un film d'aventure, franchement, c'est extraordinaire, quoi. On est dans le film d'aventure le plus jouissif que j'ai vu depuis des années, et surtout, le truc, voilà, c'est que le bouquin... Et comme le film fait appel à toute la pop culture qu'on peut connaître, alors on va faire référence aux années 80, mais absolument pas que. C'est vraiment... on fait référence aux années 80 parce que le concepteur du jeu, James Halliday, était fan des années 80 parce que c'est l'époque qu'il a construit quand il a grandi, lui, dans l'histoire du livre et du film. Mais bon, il y a énormément de références à tout qui sont mis dans ce film. Et ce qui est génial par rapport au bouquin, c'est que dans le bouquin, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les références sont dérangeantes, ostentatoires, que c'est du lâcher de références dans la gueule. Et le truc, c'est qu'en fait, dans le bouquin, t'es obligé de les subir, les références, parce que tu les lis, c'est-à-dire que tu lis chaque mot. Donc quand il te décrit la voiture du mec qui est une DeLorean avec un autocollant Ghostbuster et l'ordinateur de bord de K2000, tu as lu chaque mot et ça te saoule parce que tu te dis ah j'ai trop de références, le mec il m'empiffre de références. Alors que dans un film, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que les références peuvent être à l'écran, tu peux ne pas faire attention en fait. Et c'est hyper intéressant la manière dont Spielberg a réussi à fourrer un milliard de choses. Je pense qu'il va y avoir des vidéos faites dans tous les sens pendant des années pour essayer de dénicher tout ce qui a été mis dans ce film en termes de références. Je parle du point, c'est pas le point de l'histoire le plus important, mais c'est peut-être le cœur du film, cet aspect référence et cet aspect amour de tout ce que le XXe siècle a produit en termes de divertissement et de pop culture, quoi. Et donc il s'est retranscrit dans ce film de manière magnifique. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport au livre, c'est retransmis d'une manière totalement plus digeste, parce que à l'image, d'un coup, vous allez voir, si vous faites gaffe, vous allez peut-être voir Robocop, mais si vous vous concentrez sur le personnage principal qui fait l'action dans la scène, vous verrez pas Robocop. Enfin, alors que dans le livre, t'étais obligé de t'empiffrer ces références-là. Donc voilà, déjà, c'est une majeure différence avec le livre, moi que j'avais beaucoup aimé, mais où je comprenais les critiques des gens qui disaient que c'est trop, qu'il y en a trop, que c'est vraiment du gavage de références. Là, on peut prendre ça comme du gavage, mais vu que t'es passif, enfin, t'es pas obligé de te le prendre dans la gueule, les références, donc c'est beaucoup plus digeste. Honnêtement, déjà, c'est le premier point. Après, le film est magique. Voilà, c'est un film magique, c'est-à-dire que je pense que t'as la meilleure heure en termes de divertissement et d'évasion de l'histoire quasiment du cinéma. Enfin, on est vraiment proche d'Avatar dans ce potentiel d'évasion, quoi. C'est-à-dire que tu es happé dans ce monde de l'Oasis, on te le présente, ça va à 200 à l'heure et on te fait voyager, mais c'est-à-dire que la première séquence où t'es dans l'Oasis, mais tu passes par le monde de Minecraft, après tu passes par des gens qui font du surf sur les pyramides d'Égypte enneigées, après, enfin t'as Batman qui escalade une montagne, enfin tu vois, genre, en 3 secondes, et ça dure en 5 secondes dans le film, et ça s'arrête pas, et t'es pris dans un espèce de tourbillon de choses qui te font rêver, quoi, t'as King Kong qui poursuit les bagnoles avec le dinosaure de Jurassic Park, enfin tu vois, il y a un moment où oui, c'est de la geekerie pure, mais c'est ça qui fait rêver, quoi. T'as une course de voiture et t'as tout ce que tu pourrais rêver de voir à l'image qui se produit devant toi, quoi. Et à chaque fois, le truc, c'est que les enjeux sont hyper clairs dès le départ, donc en plus, c'est pas gratuit, c'est vraiment installé dans un univers qui est cohérent, qui a un sens d'être là, et toutes les actions des personnages sont hyper limpides à suivre, et ça fait rêver, quoi. T'es embarqué dans ce monde, et en tant que personne qui a grandi au XXe siècle et qui a été bercé par
toutes les choses qui font que tu es un amateur de films, de musique, de jeux de société, de jeux vidéo, et ben là tu es... Voilà, ça te happe, et ça te happe pas d'une manière putassière, d'une manière genre, ah regardez, je te titille, je te fais plaisir. Non, ça te happe parce que, voilà, il y a toutes ces possibilités de faire des choses extraordinaires avec tout ce bestiaire, et là, c'est le cas, quoi. Et c'est jouissif, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que c'est un film qui est totalement jouissif. Voilà, donc je suis un fanboy, mais clairement, c'est-à-dire qu'après, il y a la mise en scène de Spielberg qui vient là et qui est juste, mais colossale. C'est-à-dire qu'elle est vraiment d'une justesse infinie, elle n'est pas dans le tape à l'œil total, elle est dans le spectaculaire, mais à la fois, ça respire, c'est parfaitement, tu vois tout est lisible, tout est limpide, tout est magnifique, tout est grandiose, tout est héroïque, tout est épique. Enfin voilà, il est au top du game, le Spielberg, il n'y a pas à dire. Il est au top de son game et il fait un film d'un mec qui a 70 ans, qui a plus rien à prouver à personne, mais qui veut vraiment faire rêver le public. Et il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est-à-dire que le mec essaie pas de mettre ses couilles sur la table en disant regardez ce que je sais faire avec ma caméra, comme il a pu le faire dans Tintin. C'est-à-dire que là, non, là, il se permet vraiment, là, il se permet de faire les coupes quand il faut, de pas faire durer ses plans séquences éternellement juste pour faire des plans séquences. Il fait durer les choses de manière harmonieuse, de manière vraiment vertueuse, et moi j'ai été totalement happé par tout ce que j'ai vu dans le film. C'est grandiose, les personnages sont hyper attachants. Après voilà, c'est des personnages qui sont pas forcément là, c'est peut-être pas on va dire que les personnages principaux que tu suis sont sympas, mais c'est pas non plus la force du film, quoi. C'est-à-dire que ils ont le mérite d'être c'est presque bizarre à dire, mais peut-être assez plat pour que tu te mettes à leur place. Et vu qu'il y a cette notion d'avatar dans le film et de prendre la place d'un mec, bah, tu te projettes très très vite dans l'un ou l'autre des personnages, en fait. Et c'est ça qui est plutôt bien foutu, et ça marchait bien dans le livre aussi, parce que c'est pas des personnages qui ont des gros conflits intérieurs, qui sont vraiment... même s'il a essayé d'en ajouter, c'est pas ce qui marche le mieux d'ailleurs, mais c'est pas des personnages qui... Tu vis pas le trauma des personnages, où... C'est-à-dire que même il y a des moments, c'est supposé être hyper traumatique dans le film, et c'est assez vite évacué, parce que t'es là pour juste... C'est vraiment des vaisseaux pour voyager dans cet univers, les personnages, et pour aller au bout de cette quête, quoi. Donc, je comprends le fait de ne pas les rendre hyper traumatisés, hyper charismatiques. Ils arrivent presque à s'effacer sous l'ampleur du projet, quoi. Et c'est pas plus mal. Moi, franchement, j'ai été happé par l'histoire. J'ai pas décroché une seule seconde, quoi. Donc, voilà, que dire sur ce film, à part que, honnêtement, c'est le film d'aventure qu'on attendait, quoi. Enfin, c'est le film d'aventure qui va réjouir tous les gens qui sont geeks. Mais geek maintenant, à l'heure actuelle, ça veut dire quasiment tout le monde, quoi. Donc voilà, il a des défauts, hein, je dis pas qu'il a pas de défauts, c'est pas un film qui est... Mais tant mieux, limite, c'est tant mieux, parce que ce serait bizarre que j'ai rien à redire sur un film comme celui-ci. Voilà, il y a des petits défauts, je trouve qu'il y a un moment... ce sera plus dans la partie spoiler que je m'en attarderai, mais c'est majoritairement des défauts de scénario, plus que des défauts plastiques. Le film est magnifique, tout ce rapport entre la réalité virtuelle, qui est un monde où au final... là on a atteint un niveau technologique qui est juste grandiose, quoi, afin de pouvoir reconstituer des mondes où tu sais que c'est pas un vrai monde, mais à la fois t'y es, quoi, t'y es. L'Oasis, quand ils rentrent dedans, mais t'y es. Et à un moment, quand ils mixent un peu les images des gens de l'Oasis avec des vrais mondes et tout, mais tu vois même plus la différence, tellement c'est bien foutu. Enfin, là-dessus, voilà, le mec avait rodé tout le principe avec Tintin, il avait réussi à faire ce qu'il voulait, et là, il arrive à te mixer tout, à te faire des transitions d'un monde à l'autre, tout est cohérent, l'univers, il est solide comme un roc. Et c'est magnifique, quoi. Et les séquences qui pouvaient paraître hyper casse-gueule dans le livre, il arrive à te les retranscrire de manière mais limpide, quoi. C'est vraiment le mec, Spielberg, il n'y a rien à dire, quoi. Il est au sommet de son game, et il n'y a personne qui peut le toucher sur un film comme celui-ci, quoi. Là, il te sort le gros divertissement grand public, le plus universel, le plus divertissant et le plus beau que quelqu'un ait réussi à faire depuis James Cameron et Avatar, à mon goût, et voilà, ça rentre dans cette lignée, il y a eu Seigneur des Anneaux, il y a eu Avatar, et il y aurait Ready Player One depuis 20 ans, c'est les 3 jalons du film d'aventure qui ont posé les bases et qui vont jamais être détrônés actuellement. Enfin voilà, t'en as un tous les 10 ans, des films comme ça qui sortent, peut-être Mad Max Fury Road aussi, mais c'est dans un autre registre déjà un peu plus mature et sérieux. Là, on est vraiment dans l'universalité totale, quoi. Et c'est jouissif au possible, je l'ai déjà dit. Voilà, donc je vais arrêter ma critique de Fanboy, je vais passer en mode spoiler, donc je vais lui donner cette note. La note, ça va tout simplement être une note de 4,5 sur Masque, 4,5 sur 5 Masques, voilà, parce que, bah écoutez, c'était voilà, comme j'ai dit, j'ai pris mon pied quasiment, le film dure 2h20,
honnêtement, sur 2 heures, il y a 2 heures, c'est les 2 meilleures heures que je vais passer au cinéma cette année, c'est sûr, en termes de divertissement pur. Il y a juste 20 minutes qui, pour moi, me posent un peu problème, dont je vais parler dans la série spoiler. Donc là, on va partir dans un mode spoiler, et surtout, on va parler du fait d'adaptation au livre. Parce que j'imagine que s'il y a plein d'entre vous qui ont lu le livre, donc avant de vraiment spoiler, je vais juste vous expliquer en quoi ce film est une excellente adaptation. Parce que j'ai lu le livre, je m'en souviens pas si bien que ça du livre, j'avais adoré. Mais le truc, c'est que c'est une adaptation hyper intelligente parce que le film n'essaye jamais de refaire le livre. Toutes les séquences, c'est-à-dire que t'es dans la même histoire, tu suis les mêmes personnages, t'es dans cette trame, dans cet univers, mais t'as pas les mêmes étapes, t'as pas les mêmes aventures. Voilà, ça c'est des détails, c'est dans la bande-annonce, mais la première, pour récupérer la première clé, c'est une course. Alors que dans le livre, je me souviens plus, mais c'était absolument pas une course de bagnole. Et le fait d'avoir changé à chaque fois ce qui se passait, sauf certaines étapes clés, dans le fait que bah, t'es pas en perpétuelle comparaison du livre face au film. Et ça, c'est la meilleure manière d'adapter quelque chose. Parce que je pense par exemple à Au revoir là-haut de Dupontel, j'ai passé tout le film à comparer. À me dire, ah mais ça dans le livre c'était mieux, ou ça dans le film, ah dans le film c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Là, c'est pas possible parce que t'es tout de suite mis à côté, et t'es quasiment dans un univers parallèle où tu vivrais une aventure très similaire, mais pas la même. Donc tu peux pas être en comparaison totale. Tu vois, ils pourraient pas te faire la même scène où tu te dis, ah mais là c'était dans le film, dans le livre c'était quand même plus poignant et tout, parce que ça diverge tout en étant la même chose. Donc c'est d'une intelligence d'adaptation, mais totale. Totale, c'est-à-dire que tu vas voir le film en te disant que tu as aimé le bouquin ou que tu n'as pas aimé le bouquin, et tu prends quand même le film comme quelqu'un qui reçoit ça sans avoir rien lu, sans avoir rien vu, quoi. Enfin, c'est une prouesse, mais énorme, quoi. Enfin, de réussir à être malin dans cette adaptation-là, parce qu'il y avait tellement de pièges, enfin, voilà, il y avait tellement de trucs où tu pouvais te gaufrer, de trucs où tu pouvais tomber dans le fanboyisme total. Là, les références, elles sont là, il y en a partout, mais justement, il y en a partout, mais elles sont jamais ostentatoirement dans ta gueule, quoi. Elles sont jamais en mode, ah mais j'en peux plus de ces références, mais arrêtez, putain c'est trop, quoi. Non, parce qu'il y a un dosage dans les différences par rapport au bouquin et dans la manière d'appuyer certaines choses qui sont, mais énormes, voilà, énormes. Mais après, t'as des moments où, honnêtement, comment tu peux ne pas être Moi, je me suis levé de mon siège à un moment. Dans le combat final, quand il balance un Hayuken, à un moment, d'un coup, le mec te balance un Hayuken. Mais c'est tellement jouissif. C'est-à-dire que vraiment, là, j'ai mes mains qui ont fait genre, oh, tu vois, genre vraiment l'orgasme de geek, quoi. Le mec, il se bat et d'un coup, il te balance une prise de Street Fighter, boum, comme ça, entre deux coups de poing, quoi. Enfin, et tu l'as pas vu venir, et ça paraît cohérent dans l'univers, parce que c'est le cas. Et c'est ça qui est énorme. Les possibilités de ce film sont infinies, les possibilités du livre étaient infinies. Et il te fait un film où tu te dis, t'as envie d'en voir pendant des millénaires. Si le film était infini, mais comment je... Voilà, j'ai exactement le même sentiment d'Avatar en me disant, je veux retourner à Pandora quand j'ai fini Avatar, et ben là, c'est pareil, je veux retourner dans l'Oasis. Je ne pense qu'à ça, quoi. Enfin, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un discours là-dessus dans le film. Le film n'est pas du tout dénué de sens là-dessus vis-à-vis de regard. D'ailleurs, ils ont changé ce rapport dans le bouquin. Je crois pas que dans le bouquin, il y a cette fameuse limitation du nombre de jours à la fin dans l'Oasis, parce qu'il y a ce rapport où Spielberg, lui, il a peur de voir ça arriver, parce qu'il voit les potentiels de ce genre de monde, de ce monde imaginaire total, où tu peux te perdre, la réalité paraît d'une fadesse, enfin, super fade, et là, il y a vraiment un discours qui dit, non mais attendez, faut quand même réussir à profiter de notre réalité, c'est le seul truc qui existe, la vie c'est ça, faut pas se perdre non plus dans l'imaginaire, et à la fois, c'est un mec qui est totalement qui te crée de l'imaginaire qui te dit ça, quoi. Donc tu sens qu'il y a un personnage en conflit, et d'ailleurs Spielberg, à mon avis, s'identifie totalement avec ce personnage de James Holliday, qui est le créateur du jeu, enfin c'est évident, hein, et c'est un faiseur de rêves qui est conscient du potentiel nocif de sa création aussi. Enfin, tu vois, il y a vraiment un rapport, oui, parce que tu peux perdre les gens à leur vendre du rêve, il faut aussi que les gens réussissent à apprécier leur vie, quoi. Et c'est une alchimie qui se fait dans la vie, faut pas se perdre dans le virtuel, quoi. Et donc il y a vraiment ce petit touche qui est ajouté par rapport au bouquin, qui est beaucoup plus, on peut être addict au virtuel, ça peut fonctionner, qu'on peut devenir riche grâce à ça, on peut avoir du sexe grâce à ça. Dans le bouquin, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, primaire la manière de traiter le virtuel. Là, vraiment, il y a une vraie subtilité, il y a un vrai regard, un discours hyper précis dessus, avec un vrai point de vue. Tu peux pas être en doute en sortant du film, tu sais ce que le mec a voulu te raconter, et il sait que il te montre les deux facettes de ce monde, et c'est important, quoi. Après, en termes d'adaptation, je vais revenir encore un peu dessus, mais j'ai pas envie de rentrer dans les spoilers, mais voilà, il y a des... Ah, je sais pas si je spoil ou pas, c'est compliqué, mais il y a cette fameuse séquence dans le livre, si vous avez lu le livre, une séquence dans un film. Là, il fait ça avec un autre film, et putain, t'es waouh, quoi. Putain, tu vois pas le truc arriver, quoi. Tu vas
tu vois pas le truc arriver, honnêtement. Donc je suis toujours pas en mode spoil, je vous sauce grave, juste. Tu vois pas le truc arriver, et quand tu vois le film, tu fais « Oh non !» Et la manière dont cette séquence est traitée, moi c'était quelque chose qui me faisait hyper peur, parce que quand je lisais le livre, je me disais « Mais comment t'adaptes la séquence de Wargame, où le mec doit refaire le film et tout ?» Mais c'est inadaptable en film, enfin il doit te mettre un personnage dans un film avec les personnages qui jouent, qui doivent dire les mêmes répliques et tout, enfin le bordel total. Et là, il te fait un concept qui fonctionne de ouf, avec un film... Mais tout cinéphile a rêvé de voir ça, et il y va à fond, puis il y va pas dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'il te prend un film et il te l'utilise pleinement dans tout ce qu'il a de plus perturbant comme film. Enfin, tu vois, c'est pas... Et donc cette séquence est juste, mais une amour aussi, déjà à un cinéaste, à un autre cinéaste que lui, et même enfin, un hommage, peut-être le plus bel hommage que quelqu'un ait jamais fait à un autre film dans un film, quoi. Enfin, c'est juste, il arrive à te décupler l'horreur d'un film, la terreur, enfin... tout en sans jamais faire de quelque chose qui serait moche, qui dénaturerait l'œuvre originale. Enfin, tu vois, il a tellement un souci de reproduction, et ce qu'il peut pas reproduire, il te le montre pas. Et il essaye pas, tu vois. Il essaye pas de te faire un truc où tu vas te dire ah c'est mal fait, ah, qu'il a essayé de reproduire ça, ça marche pas. Non, non, tout marche parce que c'est magnifiquement fait. Donc voilà, c'est vraiment, on est de l'ordre du génie, quoi. Enfin là, on a un génie qui adapte une œuvre tu sens que le mec et l'homme qui a maturé pendant 60 ans dans ce monde-là, quoi. Donc en plus, il fait des hommages à ses potes, il y a le cube de Zemeckis qui fait remonter dans le temps, enfin, il y a un nombre, les nombres de détails que vous avez trouvés dans ce film, enfin, c'est un truc de malade, hein. Vous n'allez jamais vous arrêter, je pense qu'il va y avoir un nombre de vidéos, comme je l'ai déjà dit, mais ça va jamais s'arrêter, quoi. Et en termes d'adaptation, alors par contre, il y a le point noir, faut quand même que j'y arrive, c'est à la fin du deuxième, de cette deuxième clé, là, il y a un moment, il y a 20 minutes, qui pour moi sont les 20 minutes un peu mauvais du film. Voilà. Vraiment, il y a 20 minutes que je trouve vraiment dommage, parce que le scénario s'emballe, et il va trop vite, et tu perds des trucs, c'est pas très clair. C'est ce moment avec cette révolution, avec Wade qui se retrouve à fuir chez lui, à se faire prendre par la révolution, enfin la résistance, donc qui est genre la fille. Et le truc, c'est que ça, c'est pas dans le bouquin, mais tu sens que c'est un peu foireux, parce que ce que c'est que cette résistance, où au final, ça aura aucune incidence après, il aurait pu juste être avec cette meuf toute seule, et enfin, ils essaient de te créer un concept qu'ils exploitent pas après, donc c'est un peu dommage, et en plus, tout est précipité d'un coup. Il est à la résistance, pof, les méchants, en 3 secondes, ils ont trouvé où était la troisième clé, comment la voir, tu sais pas comment, enfin, tu vois, alors que tout était bien posé, prenait bien son temps pour que ce soit limpide et clair, la progression de la narration, et d'un coup, deuxième acte, poum, d'un coup, oh là là, on zappe, on passe tout de suite à la bataille finale sans trop vous expliquer comment ça se passe, et en plus avec ses potes qui débarquent pour le sauver dans la rue pile poil au bon moment, enfin là d'un coup il y a un enchaînement de choses qui sont précipitées, de coïncidences et de choses un peu trop amenées facilement, et ça vraiment j'ai le moment, ces 20 minutes là où elle se fait emprisonner dans le truc, et il s'échappe, il pirate le machin et tout. C'est un peu gros, quoi. Enfin, d'un coup, ça devient un peu genre, c'était con, c'était super fluide, limpide, je me posais pas de questions avant, et là, hop, je commence à me dire, votre scénario, il est un peu bancal. Et c'est vraiment ces 20 minutes-là qui font que je lui mets pas une note parfaite, parce que elles m'ont pas sorti du film, mais vraiment, d'un coup, je me suis dit, c'est dommage, là, d'un coup, ça devient un peu bizarre. Et donc, voilà, là-dessus, c'est vraiment les 20 minutes qui pêchent pour moi. Mais qu'est-ce que c'est, quoi, 20 minutes dans 2h20 parfaites c'est quand même pas grand-chose, quoi. Il y a quand même pas grand-chose à se dire. Alors, petite déception sur un détail, mais microscopique, sur la Sainte Grenade, parce que si je me cours pas, c'est une référence à Worms, et honnêtement, quand tu lances une Sainte Grenade dans Worms, il y a ces fameux moments où il y a le Alléluia, et pouf, ça pète, quoi. Et là ça pète, enfin, il n'y a pas le Alléluia avant que ça pète, ça m'a un peu frustré. Voilà, alors sinon, maintenant, on va rentrer dans les vrais spoilers. Donc vraiment la spoiler de tout, histoire d'être clair, net et précis. Donc à partir de là, si vous avez vraiment pas lu le livre, pas vu le film, je vais vous spoiler la fin, tout ça, mais même si c'est pas très important, je vous préviens, je spoil. C'est très intéressant qu'on voit jamais le méchant, Rock, je sais plus comment il s'appelle, Rock, quelque chose comme ça, qu'on sache jamais c'est quoi son avatar, enfin qui il est dans la vraie vie, parce que justement ça sert un peu le propos qu'ils essayaient de faire, qu'ils ont tenu, mais avec la promo c'était un peu foireux, le côté je t'imaginais être un homme et en fait tu es une femme, enfin tu vois, bon avec la promo, si t'as un tout petit peu suivi les affiches, tu vois, t'as bien vu que bon là c'est que des avatars, mais dans les affiches les autres tu voyais la gueule des gens, donc tu pouvais, en plus il y avait la correspondance avec leur avatar, donc tu savais très bien que Ash par exemple, lui là, l'espèce d'orque, c'était pas un homme, enfin tu as vu une affiche, tu le sais, quoi. Donc bon, ils ont quand même joué là-dessus, il a quand même été au bout du truc, bon c'était pas ostentatoire, ça dérange pas tant que ça. Mais je trouve ça bien qu'ils montrent jamais qui est ce mec, et donc comme ça, ça sert aussi le propos. Tu vois, de pas avoir de réponse là-dessus, bah tu te dis, bah oui, en effet, ça pourrait être un gamin de 12 ans, une femme de 90 ans, enfin,
tu sais pas qui est derrière cette espèce de tueur à gages un peu foireux. Tu sens que c'est un geek un peu rigolo, enfin qui se prend pas forcément au sérieux, mais et qui est vraiment passionné de ce jeu surtout. Mais t'as pas la réponse. Et honnêtement, je trouvais ça intéressant d'avoir ça. Il y a un petit moment aussi avec James Hallyday, toute la partie avec James Hallyday et Ogo, je crois Osgo, enfin son collègue qui est joué par Simon Pegg. Que je trouve, ou Nick Frost, Simon Pegg, je suis dyslexique, je confonds les deux. Je trouve que cette partie-là est aussi pas évidente parce que tu sais jamais pourquoi ils se sont engueulés, qu'est-ce qu'il a dû signer pour. Enfin, c'est sûrement dit dans une phrase de dialogue, mais j'avoue que en sortant, j'étais avec Batman, je suis allé voir le film avec Batman, et vraiment, elle était là, je dis, elle a pas trop compris ça, et même moi, en ayant lu le bouquin, j'étais là à me dire, mais oui, c'est vrai que pourquoi ils se sont embrouillés, qu'est-ce qu'ils devaient signer pour qu'au final ils perdent leur amitié, se délitent et tout. J'ai pas réussi à retrouver le truc en me rappelant du film, donc c'est une partie que je trouve pas évidente, parce que voilà, t'es dans un des souvenirs de Hallyday, tu les vois parler après une soirée, mais tu sais pas quels sont les enjeux du truc, et quel est leur point de discorde vraiment. Alors je sais que c'est une histoire de laisser l'Oasis libre à des compagnies pour venir dedans, mais qu'est-ce que les compagnies font autre que d'essayer d'avoir l'œuf, mais vu qu'il n'est pas encore mort, il n'y a pas encore l'œuf, tu vois. D'un coup, je savais plus trop ce que ça impliquait. Mais bon, voilà. Après, dans les scènes, voilà, il faut que je parle de cette bataille de fin, qui est donc le fuckfest de la pop culture. Là, on est vraiment dans une bataille épique avec le géant de fer qui va se battre contre Mecha Godzilla avec l'aide d'un d'un Gundam. Enfin voilà. Et dans le livre c'est Ultraman, mais là c'est Gundam, mais ça reste énormissime. Donc là c'est la teuf, t'as Chun-Li, les Tortues Ninja, Batman, le Joker, je sais pas, ils se battent avec les armes de Gear of War. Enfin là c'est vraiment, ça ne s'arrête pas. Alors autant je trouve que ça c'est génial et tout est lisible et tout, mais c'est vrai que ça m'a presque manqué, à part le combat contre Mecha Godzilla qui est vraiment grandiose, ça m'a presque manqué d'un peu plus de détails dans les bastons, un peu comme c'est bien faire Peter Jackson, où Peter Jackson dans le Seigneur des Anneaux, tu vois, il va voyager à travers un champ de bataille et tu vas avoir plein de petites scénettes qui font que d'un coup, t'as des moments épiques, quoi, genre Legolas qui surfe sur le bouclier, qui tue des trucs, Gimli qui va buter un orc d'une certaine manière, enfin c'est des petits détails, et là, t'as plein de trucs qui se passent, mais t'arrives quasiment pas à t'accrocher à un truc précis, à part ce que fait notre protagoniste à un moment précis, quoi. Et donc c'était pas, genre, c'est pas illisible, parce que tu vois vraiment bien ce qui se passe à l'image, et visuellement, tout est lisible, mais ça manque de s'attarder un tout petit peu sur des actions autres qui auraient peut-être pu être un poil plus kiffantes, quoi. Enfin, tu vois, voilà, parce que tu vois des trucs, tu vois Chun-Li qui court vers la caméra, tu vois les Tortues Ninja et tout, mais tu vois pas, genre, ça aurait été bien de voir peut-être une Tortue Ninja faire juste éliminer un mec en un petit combo, de voir Chun-Li foutre ses coups de pied, de voir là c'est vraiment noyé dans une masse totale, quoi. Même si tu vois, à un moment je vois t'as Honda de Street Fighter qui fait un gros saut qui tombe sur un mec, t'as les mecs d'Halo qui arrivent et qui tirent, enfin il se passe plein de trucs, mais à la fois j'ai pas de souvenir d'un coup, tu vois, d'un coup particulier dans la bataille d'un autre personnage que les personnages principaux. Donc ça me manquait un poil de ça, je pense, et c'est un peu dommage parce que le potentiel de cette bataille est juste total, quoi. Enfin c'est le kiff ultime cette bataille, enfin voilà, t'as tout le rêve de gosse qui sont en image, t'as tout ce qui t'a construit, encore une fois, je le dis. Alors voilà, et on va parler de cette fin un peu qui est quand même magnifique, où le héros arrive à éviter de se faire mourir, à convaincre le méchant parce qu'il est en train de kiffer sa race, quoi, parce qu'il pleure de joie. Et c'est ça qui fait que le méchant se dit que ça vaut pas la peine, quoi. Enfin, il voit qu'en fait, ouais, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je l'ai interprété de cette manière-là à la fin, c'est l'air de dire, en fait, dans la vie, ce qui est important, c'est le kiff, quoi. Et, et j'ai jamais vu, et je pense qu'il avait jamais vu un mec riche ou un actionnaire de sa boîte qui fait comme ça pleurer de joie face à quelque chose. Et là, il a senti qu'il était face à l'accomplissement de la vie de quelqu'un et que cette personne était digne de posséder l'oasis parce qu'il ressemblait à son créateur. Il était en phase avec la philosophie d'origine de ce jeu, enfin de ce monde. Et que voilà quoi, et donc c'est vraiment une belle fin parce que je m'y attendais tellement pas. Je m'attendais au truc d'action et que je sais pas quoi qui vient le sauver dans un moment, et là de voir, tac, il se retourne et c'est l'alarme qu'empêche le mec de tirer, tu fais oh, putain, ah ouais, c'est quand même beau quoi, putain, enfin, c'est osé comme fin parce que ça peut être mielleux à mort, ça peut être une fin, ouais, hyper mielleuse quoi, enfin, hyper pathos, mais c'est tellement fait avec une vraie sincérité et une vraie croyance totale en son discours. Le mec croit à 100% à ce qui se passe. C'est-à-dire que pour lui, Wade qui pleure, c'est Spielberg qui pleure de joie face à. Enfin, c'est le public qui pleure de joie face à E.T. Voilà, il y a un rapport à la croyance dans dans l'imaginaire qu'on propose qui est total. Et quand t'as un mec qui a zéro cynisme comme ça et qui va à fond, à 100% dans le divertissement et dans l'émotion pure et dans le fait de partager sa vision du monde de manière divertissante et totale, et
pour le humaniste aussi, il y a une forme d'humanisme, enfin ouais, c'est un gros, enfin Spielberg, tout le monde le sait que c'est un humaniste profond, bah là voilà, il y a ça, c'est l'humain sauve l'humain par l'émotion pure, quoi. Et c'est une fin qui est hyper couillue, quoi, enfin honnêtement, je m'attendais tellement pas à voir ça arriver, et grandiose, quoi. Et donc oui, évidemment, la séquence dont je parlais dans le cinéma, c'était celle de Shining, mais énorme, quoi. Enfin, voilà, cet ascenseur qui s'ouvre avec le sang, les jumelles, la chambre 237 avec la meuf qui arrive à te jouer la nudité sans te la jouer, sans que ce soit dérangeant. La meuf, elle est décrépite, elle est dégueulasse après t'as la hache. Il te fait juste Nicholson, la petite silhouette qui traîne la hache par terre, il te fait pas plus et ça suffit grave. Les haches dans la porte, enfin, voilà, c'est un hommage à Shining total et magnifique et hyper respectueux, immersif, et comment il a réussi à basculer cette séquence de cette manière-là, quoi. Enfin, c'est grandiose, voilà. Donc écoutez, Ready Player One, ce sera ma critique dessus. Je vous invite évidemment à aller le voir. Je pense que je vais pas avoir le temps d'aller le revoir plusieurs fois, mais j'ai hâte que le Blu-ray sorte pour me le rebouffer en ralenti, image par image, pour me délecter de toutes ces références qui sont passées devant mes yeux et que j'ai pas forcément toutes saisies, et j'ai envie de toutes les saisir. Là où dans le bouquin c'était donné à moi, comme je le disais au début, là oh non, là c'est à nous d'aller chercher. Il y a des easter eggs dans le film, parce que le film parle d'easter eggs, tout est cohérent. Le film, voilà, c'est l'œuvre somme d'un Steven Spielberg dans du divertissement, qui est au summum de sa maîtrise de la technologie, au summum de sa maîtrise de la pop culture, de son amour de la technologie, de son amour de la pop culture, de son amour du cinéma, de son amour de l'humain, de son amour de l'aventure, du divertissement. Le mec nous offre, vraiment, je pense qu'il est allé au sommet de la montagne du kiff. Et il nous a délivré les 10 commandements du kiff, qui sont Ready Player One. C'est beau, franchement, je suis vidé, parce que c'était un film extraordinaire. Et bah, en plus, après, petit aparté, mais vite fait, je suis allé au bar éphémère à Paris, Ready Player One, et donc j'ai pu faire l'expérience VR de Ready Player One, qui est hyper sympa, parce que tu tires sur des mecs de EOI avec 2 flingues comme ça, dans un monde virtuel, mais comparé au film, ça n'a rien à voir, c'est un peu cheapos, et j'ai pu jouer à des bornes d'arcade pour me marrer un peu, mais voilà, comparé au film, c'était vraiment un petit gimmick, si vous avez l'occasion d'y aller à Paris. C'est dans le 11e, je crois, vers Voltaire, le métro Voltaire. Écoutez, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à la partager, à mettre le pouce en haut, parce que ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller voter en bas pour les BGF, les Bordeaux Geek Festival, pour les meilleures critiques cinéma. Je fais partie des 4 nommés avec les fanatiques, les cousins fond du cinéma et le gardien du cinéma. Donc n'hésitez pas à les voter. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé du film, ce que vous attendez du film, parce que ma critique sera un peu en avance. Donc si vous n'avez pas vu le film, mais vous êtes allé jusqu'au bout de la critique, donc je ne pense pas. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine critique. Et d'ici là, bonne toile!